Bonjour, voilà, je suis Michel Menu, j'ai été l'ancien directeur du laboratoire du C2RMF au Louvre à Paris, le centre de recherche et de restauration des musées de France. Aujourd'hui, en retraite, je suis responsable d'un projet avec la Russie, titulaire d'un méga grant qui, avec le musée russe et l'université ITMO, spécialisée en optique, pour le développement d'un laboratoire mobile pour l'analyse du patrimoine culturel. Et en même temps, je suis également engagé dans un projet de recherche et d'équipement qui s'appelle Espadon, qui vise à promouvoir un concept dont je parlerai en conclusion, qui est l'objet patrimonial augmenté. Donc je passe à la deuxième diapositive. Le travail que je vais présenter aujourd'hui est le fruit de plusieurs dizaines d'années de recherche pluridisciplinaire avec les archéologues. Donc vous reconnaissez Jean-Claude avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Georges Sauvet, Georges Simonet, Jean-Claude, Yannick Le Guillou, et puis d'autres. Patrick Paillet, le laboratoire du C2RMF et en particulier Philippe Walter avec lequel on a arpenté les grottes de l'art préhistorique occidental, hein, le croissant périgourdin cantabrique. Et puis aussi les autres laboratoires, hein, donc le commissariat à l'énergie atomique, les universités, puis aussi les synchrotrons. Donc la troisième diapositive. Ce travail est le fruit d'une méthodologie qui a été mise en place et qui est décrite ici par ma collègue Ina Reich, hein, d'une approche pluridisciplinaire intégrée où à partir de l'observation des objets ou d'un site archéologique, eh bien, on va étudier les matériaux, les analyser, modéliser des processus. Et puis, on va ensuite intégrer tous ces résultats dans une problématique archéologique pour pouvoir aboutir à des résultats qui sont beaucoup plus qui s'appuient, hein, sur ces analyses justement. La diapositive suivante. Donc, une personne qui, pour l'art préhistorique, est fondamentale, c'est André Leroi-Gourhan et son ouvrage Préhistoire de l'art occidental, publié chez Masno en 65, où il commence par cette phrase admirable qui est l'art le plus ancien, qui eut la plus longue histoire, hein, cet art préhistorique. Eh bien, lui, il constate que les analyses des pigments, des matières picturales, ne lui permettent pas de trouver une classification pertinente. Et donc, c'est à partir du style qu'il va proposer cette classification qui est schématisée par les petits dessins donc du style 1, 2, 3 et 4 d'André Leroi-Gourhan que vous connaissez tous bien. Mais il se trouve qu'il y a plusieurs événements qui vont perturber cette belle classification, hein, notamment l'apport, hein, des études ethnographiques, comme ici en Australie, hein, et donc déjà, hein, Salomon Reinhardt en 1903, quand il étudiait l'art préhistorique, il disait: le seul espoir que nous ayons de savoir pourquoi les troglodytes ont peint et sculpté, c'est de poser la même question aux primitifs actuels, dont la condition nous est révélée par l'ethnographie.
Et puis, donc il y a aussi les avancées du carbone 14 aujourd'hui avec les accélérateurs de particules qui permettent de faire des analyses beaucoup plus précises et surtout en utilisant beaucoup moins d'échantillons de prélèvement. Et je voudrais rappeler une analyse qui a été faite, qui est la première date hein, d'art préhistorique d'une certaine façon. Hein. En fait, c'est un art ethnographique du Texas, hein, de l'Owapekos River, hein, qui est un affluent de ce grand qui se trouve au Texas. Eh bien, donc c'est cette peinture rouge, et donc qui est de l'hématite. Donc c'est pas le rouge lui-même qui a été daté, mais c'est le liant de la peinture. Et donc, au même moment où on s'était lancé avec Philippe Balter dans ses analyses, eh bien, notre collègue Marvin Rowe, donc avec son étudiant Russ, ils ont fait publier dans Nature cette analyse qui est tout à fait intéressante, donc une datation d'une peinture préhistorique qui date d'il y a 4000 ans en BP, hein, et puis à partir du liant. L'art préhistorique aussi, il n'y a pas que l'art pariétal, mais il y a aussi l'art mobilier, comme cette magnifique tête de propulseur représentant un faon avec un oiseau perché sur la queue du faon, et qui a été trouvé à Bédéiac, donc qui est sculpté et également gravé et peint. Donc rehaussé de peinture avec des yeux incrustés, l'œil gauche de lignite et l'œil droit avec de l'ambre, datant dont on peut dater du Magdalénien moyen 14 000 BP. Donc ces objets aussi du Mas d'Asile, eux également datés du Magdalénien moyen, comme un autre propulseur, cette fois-ci avec deux oiseaux perchés sur la queue du faon, cette petite sculpture de tête de cheval décharné, et puis ces deux fragments d'os gravés, peints aussi. Et puis, on a, en introduction sur la diapositive numéro 10, eh bien, donc, un travail qui avait été fait avec une archéologue, Anne Misoni-Desroches, hein, travaillant en Anatolie. Elle avait retrouvé les quatre objets disséminés sur différents carrés de la fouille. Eh bien, par l'analyse physico-chimique, on a pu montrer que le galet était un broyeur de pigments d'hématite, et puis que le couteau, on avait retrouvé par une sorte de tracéologie classique, hein, bien des fragments de la même hématite, et donc l'analyse chimique avait pu associer ces 4 objets d'Issaglisi. La diapositive suivante représente un poinçon en os gravé rehaussé de peinture rouge et noire qui provient de la grotte de la Vache, qui est juste en face de la grotte de Niaux dont je vais parler. La grotte de la Vache est datée du Magdalénien final. Eh bien, l'archéologue chargé de la conservation de cette œuvre avait remarqué que ces traits de gravure avaient été rehaussés de peinture alternativement noire et rouge, et donc qui, pour lui, faisait, était une preuve qu'il y avait une véritable intention de rehausser ces traits de peinture. Donc en fait, il ne s'agit pas ici de restes de sédiments de fouilles, hein, donc de ces
de ces objets, mais bien d'une opération délibérée, hein, donc par les magdaléniens de la Vache pour rehausser ces traits de peinture, de gravure. Donc on voit bien que aussi c'est une opération qui est classique, hein, c'est-à-dire que le contraste, si les gravures avaient été laissées seulement comme telles, eh bien elles n'auraient pas été suffisantes pour qu'on puisse bien les percevoir. Donc en fait, on a analysé ces objets d'art mobilier et puis également à partir de micro-prélèvements qui ont été pris sur les parois des grottes. Hein, donc on a analysé la matière picturale avec des outils classiques, hein, un microscope électronique à balayage notamment, puis aussi toute une batterie d'analyses qu'on peut avoir au laboratoire, mais que je ne développerai pas maintenant. Donc la diapositive numéro 13, je présente les résultats, les résumés des résultats, hein, donc avec sur la matière picturale. Donc, il y a donc deux types de pigments, hein, donc 99% des couleurs préhistoriques sont du rouge ou du noir, répartis à peu près équitablement, 50% de rouge, 50% de noir, et puis un peu de jaune, hein, donc même pas 1% et très rarement du blanc. Mais donc pour le pigment rouge, il s'agit d'ocre et d'hématite, et pour le pigment noir, de l'oxyde de manganèse, du charbon de bois et du charbon minéral. Donc ce qu'on a pu montrer par les analyses, c'est que la matière picturale était constituée donc, de pigments qui assurent la teinte, la couleur, et puis associée à une charge qui est une matière minérale neutre en ce qui concerne la couleur, mais qui apporte ses propriétés physiques, hein, pour mieux répartir la couleur sur la paroi, avoir une rhéologie supérieure, peut-être aussi également économiser le pigment qui serait précieux symboliquement. Et donc on a plusieurs types de charges, hein, qui ont été révélées, donc de l'argile, du feldspath potassique, du granit, du talc, hein, de l'os broyé ou de la calcite. Donc le granit, c'est un mélange de feldspath potassique et de biotite, donc on a appelé biotite, hein, donc B, feldspath potassique B, F et talc T. On va le voir sur les diapositives suivantes. Notamment donc, sur la diapositive 14, je présente des fragments de biotite, de feldspath potassique, d'oxyde de manganèse et le crayon magnifique de Lascaux qui est conservé au musée de l'Homme des fouilles de l'abbé Glory. La diapositive suivante, donc, c'est celle qui permet d'introduire le travail qui a été développé à Nyon avec Philippe Walter et Jean Clotte. Et donc on a pu étudier non seulement les œuvres du Salon Noir, mais aussi toutes les œuvres qui se trouvent dans les galeries qui ne sont pas visitées par les touristes, hein, les galeries profondes, la galerie des marbres ou la galerie du réseau Clastres, lorsqu'on peut passer les lacs qui servent de disons de bouchons, qui bouchonnent il faut pomper les lacs pour pouvoir passer jusqu'au réseau Clastres. Donc on a dans cette grotte de Nyon, par l'analyse physico-chimique, montré qu'il y avait plusieurs ensembles, et notamment donc, en commençant donc, dans la galerie profonde, cette tête de cheval inversée qui est magnifique et qui montre cette intention artistique fondamentale des Magdaléniens,
donc de Niaux, qui utilise des reliefs ou des particularités de la paroi, comme ici cette fissure qui évoque la tête d'un cheval et qui vient par quelques traits de peinture rouge, constituée d'hématite mélangée avec des feldspaths potassiques, donc représenter cette tête de cheval, donc magnifique. La diapositive suivante est à la toute fin de la grotte de Niaux, dans la galerie du Grand Dôme, sur une particularité de la paroi, c'est-à-dire une partie tout à fait lisse avec un marbre magnifique. Eh bien, donc le Magdalénien a choisi lui aussi de faire représenter ce cheval, donc, qui est un mélange d'oxyde de manganèse avec également du feldspath potassique comme charge, donc pour disons, avoir cette figure finale, donc de la grotte de Niaux. La diapositive suivante correspond au cervidé du salon noir de la grotte de Niaux, qui est lui aussi sur la partie la plus lisse peut-être de la grotte, et donc qui se trouve à peu près au centre. Et donc ce cervidé se sert du salon noir et lui aussi constitué d'oxyde de manganèse avec des feldspaths potassiques. Donc on a une première série d'œuvres, donc qui sont des œuvres réalisées un peu de chic, rapidement, avec le même type de matière picturale, avec des couleurs différentes, donc du noir ou du rouge. Et donc ce serait des réalisations, des incursions rapides des artistes magdaléniens à l'époque, et donc qui auraient réalisé lors de leur pérégrination à l'intérieur de la grotte des figures singulières. Par contre, une œuvre comme ce panneau du Salon Noir, qui est magnifique, de bison entrelacé avec un cheval, un bouquetin et d'autres animaux encore, eh bien, on a, bien sûr, pour la matière picturale, le pigment qui est à base d'oxyde de manganèse et avec une recette qui est différente puisqu'on a du granit broyé, donc à base de biotite, donc cette recette B. Donc ce qu'on peut voir aussi alors, c'est que on a la même chose également avec ce bouquetin donc du Salon Noir sur un autre panneau du Salon Noir. Ce qui est tout à fait intéressant également, c'est qu'on a pu montrer qu'on avait trouvé aussi la présence de charbon de bois sous la matière picturale. Donc on avait ici la réalisation comme sur un panneau de peinture de peinture moderne, c'est-à-dire une sorte d'esquisse au charbon de bois avec une surimpression de matière picturale à base d'oxyde de manganèse chargée avec de la biotite et vraisemblablement un liant. Et donc on avait ici une intention de réalisation de ces panneaux qui est importante, donc puisque il y avait une esquisse, une peinture, sans doute pour
dans l'intention de mieux conserver peut-être la peinture qu'une esquisse au charbon de bois. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'on a pu dater ces fragments de charbon de bois, et donc c'était l'objet de Hélène Valadas au CEA, qui a fait donc cette publication dans Nature. Ce qu'on a pu aussi relater, c'est que ces deux recettes, les recettes F et la recette B, correspondaient vraisemblablement à deux périodes différentes du magdalénien, puisque la recette F, on la retrouvait sur des objets d'art mobilier du Mas d'Asile ou de Bédéiac, donc datés du magdalénien moyen, et cette recette B, donc charge à base de granit, eh bien, on se retrouvait sur des objets de la Vache datés du magdalénien final, confirmés par les datations de Hélène Valadas. Donc, en conclusion, pour la grotte de Niaux, eh bien, cette possibilité d'avoir par l'analyse de retrouver les différentes étapes de réalisation de la grotte, donc des incursions rapides, dans un premier temps avec des peintures de chic utilisant des points singuliers remarquables des parois du marbre de Niaux. Et puis le salon noir, une sorte de sanctuaire, élaboré, pensé au préalable avec un dessin sous-jacent qui permet de mieux finaliser l'œuvre. Donc la diapositive suivante qui nous ramène un peu en arrière, donc à Lascaux, avec la scène du puits. Donc les analyses ont pu montrer par contre qu'il s'agissait d'oxyde de manganèse pour les différentes réalisations du bison, du sorcier blessé et puis du rhinocéros. Eh bien, on avait 3 faciès d'oxyde de manganèse au barium, donc ça fait l'objet d'une thèse au C2RMF par Émilie Chalmin. Eh bien, on avait différents types de matériaux, donc où on avait le rhinocéros, où on avait des aiguilles particulières. Ensuite, on avait pour le bison des amas de feuillets avec donc un autre type d'oxyde de manganèse, et puis donc pour un autre bison, des feuillets plus ou moins définis. Donc en fait, on voit qu'il y a une distinction que permet l'analyse entre la matière picturale du rhinocéros avec les autres figures de la scène du puits, donc c'est-à-dire le bison, le sorcier et puis le bâton de commandement, comme on l'appelle. Grâce à cette analyse physico-chimique, à cette authentification des matériaux de la matière picturale. Et donc, mais c'est aussi également lié par une observation des modes d'application. Et donc la diapositive suivante représente les différents outils qu'on a pu interpréter comme tels, des objets qui sont maintenant dans les musées. Issus des fouilles, donc un broyeur de la Vache, de la grotte de la Vache, donc qui a broyé du rouge et du noir, une sorte de couteau à peindre avec au bout duquel on a retrouvé donc cette matière picturale, hématite et charge à base de biotite. Et puis cet os creux au fond duquel il y a de la matière picturale, mélange d'hématite et de biotite également.
Et puis en bas de cette diapositive 24, eh bien, on a les crayons de Lascaux qui sont les différentes couleurs de la préhistoire, donc le rouge et le noir de chaque côté avec le jaune à base de goethite, donc qui sont conservés au musée de l'Homme, qui sont le fruit des fouilles de l'abbé Glory. La palette, ce qu'on a pu interpréter comme une palette, une sorte de fragment de calcite où on a ces différentes touches de couleurs, hein, rouge, noir, jaune, hein, qui permettent de voir comment les artistes ont aussi cherché à préciser la teinte. Teinte qui peut être observée, hein, sur ces fameux blasons de Lascaux. C'est l'abbé Breuil qui appelait ces blasons comme tels, hein, qui sont au pied de la vache noire, dans le panneau de la vache noire, dans la nef de la grotte de Lascaux. Et donc on a d'une certaine façon une sorte de couleurs, hein, donc des différentes couleurs, des sortes de palettes représentées, une sorte de blason des différentes couleurs qu'on va retrouver sur les différentes œuvres de Lascaux. Pour terminer, on a donc aussi étudié non seulement la matière picturale, mais également la façon de graver, hein, donc les œuvres avec un outil qui a été acquis au C2RMF de microtopographie, et ça fait l'objet d'une thèse d'un collègue préhistorien qui s'appelle Nicolas Médard, qui a été longtemps au C2RMF et qui est maintenant conservateur au musée d'histoire naturelle à Lille, qui est un grand musée d'histoire naturelle. Et donc qui un outil qui permet des observations, des traits de gravure en 3 dimensions avec des résolutions qui sont au-delà du micromètre, hein, donc 150 nanomètres, 0,15 microns. Son travail de thèse a été fondé sur l'étude des plaquettes gravées du site de La Marche, qui se trouve près de Poitiers, à Lussac-les-Châteaux, hein, donc, qui ont été étudiées par Pal. Et donc c'est un site du Magdalénien moyen. Et donc, par exemple, cette plaquette magnifique où il y a une sorte d'enchevêtrement de traits de gravure, et cet outil qui permet, hein, donc d'étudier disons, à une échelle très petite, les traits de gravure, donc avec le microtopographie, et donc on a pu retrouver la superposition des différents traits de gravure. Mais je voulais, avant de passer à la diapositive suivante, hein, je suis à la diapositive 30, et bien donc on a des temps de mesure extrêmement longs. Hein, donc on peut automatiser tout cela, c'est tout à fait automatique, c'est 30 heures par centimètre carré pour avoir une résolution très très fine. Hein. Et donc voilà, donc ce qu'on obtient, eh bien on a pu montrer qu'il y avait au minima 3 types de traits de gravure, donc une femme enceinte, un portrait, un profil d'homme, hein. Donc je rappelle que la vache représente plus de 90% des figurations humaines, et puis des traits comme ça qui peuvent être considérés comme des traits de gravure abstraits, voilà. Et on peut également voir le nombre de traits de gravure qui ont été, du moins de passages de traits de gravure qui ont été faits par l'analyse du profil de la gravure, et aussi de voir quelles sont les superpositions
et ce qui a pu nous permettre de réfléchir à ça. Donc pour conclure, donc je renvoie donc à ces deux articles, à ces articles que j'évoquais. Donc, d'une part, l'article que j'ai écrit dans l'anthropologie dans les comptes rendus d'un colloque qu'organisait Denis Vialot au Musée de l'Homme. L'œuvre de Annette Laming-Amprère sur la signification de l'art rupestre, et puis aussi ce livre de Philippe Grosseau sur Signes et formes, l'ouvrage d'un philosophe qui nous engage à beaucoup de précautions lorsqu'on s'intéresse à cette signification de l'art rupestre préhistorique, sur lequel je ne m'aventurerai pas dans cette communication. Donc vous voyez que pour terminer, ça je reprends des diapositives d'une communication que j'ai faite récemment en disant qu'il fallait marier Aby Warburg, adepte, grand historien d'art du XXe siècle, donc qui a été sans doute le père fondateur de l'iconologie, et puis André Leroi-Gourhan, qui lui s'est intéressé aux questions de matérialité, la recherche de la chaîne opératoire. Aussi, l'un et l'autre se sont intéressés à l'ethnographie, mais je vais y passer là. Et donc, on peut s'intéresser à cette relation qui existe entre la forme qu'on observe et ce qu'elle représente, le signe. Et donc, et là, c'est la précaution que nous engage de suivre Philippe Grosseau. Et puis André Leroi-Gourhan avec l'homme et la matière. Et donc tout ce travail qu'on a élaboré sur l'art préhistorique, justement, est à l'intérieur de ce triangle. Et donc nous, on est plus attirés, bien sûr, vers cette question de la matière. Donc nous, en tant que physico-chimistes. Et donc, mais je crois que pour avoir une interprétation globale de ce travail, il est nécessaire de s'inscrire dans ce triangle-là. Pour terminer, donc nous organisons avec des collègues, avec Jean-Michel Geneste, que vous connaissez, qui est un préhistorien qui a longtemps dirigé la grotte de Lascaux, Boris Valentin, qui est professeur de préhistoire à l'université Panthéon-Sorbonne, et puis Philippe Grosseau, justement, et Nicolas Mélard, que j'ai évoqué au cours de cette communication, une journée de réflexion au Louvre le 15 octobre. Donc, quelle place pour l'art préhistorique? Et je vous remercie ainsi de votre attention ici, et je vous souhaite une bonne continuation de ce colloque, en regrettant vivement de ne pas être présent, parce que ça m'aurait fait très plaisir de jouir de votre magnifique région.